Et donc, dernière présentation de la journée et donc de ces sessions, avec une présentation à 3 voix, hein, c'est bien si je ne me trompe pas. 2. 2, mais les participants à ce projet qui va vous être présenté sont donc Laurence Tardy, qui est historienne de l'art et qui a été enseignante à l'école du Louvre. Étienne Trouvert, qui est artiste peintre, et tous les deux sont, je le signale quand même, membres du Centre français de la couleur. Et puis Christophe Lénadier, je crois qu'il a été déjà présenté plus d'une fois dans les conférences, donc vous le connaissez déjà. Il est président et fondateur de Miali, spécialisé dans l'impression en relief. Et leur présentation, ça va être, je lis le titre, hein, reproduction des nuances et de la spatialité d'une peinture ou d'un dessin. Voilà. Merci Lionel. Alors j'ai 10 minutes, je vais aller vite, j'ai 6 slides. Par contre, je vais vous passer des échantillons. Je prends le micro. Derrière le... Ah ouais, super, pardon. Ça marche. Merci. Quoi le principe? Tu lui donnes la voix. D'accord, donc là ça marche. Cool. Merci. Du coup, voilà, donc c'est Société Miali. On est sur le plateau de Saclay. On loue nos locaux dans l'Institut d'optique. Donc on ne fait pas partie de l'Institut d'optique, mais on travaille pas mal avec les étudiants là-bas. On développe des technologies de 3D surfacique. C'est l'ensemble des technologies en fait pour faire de l'acquisition de 3D surfacique et de l'impression, tout en couleur, avec un certain nombre de caractéristiques d'apparence dont je vous montrerai, vous allez voir des échantillons. Donc aujourd'hui, on travaille pour 2 types de marchés. Voilà, c'est la première fois, je pense, qu'on parle de marché aujourd'hui sur la cosmétique, les produits haute qualité, hein, et puis de l'autre côté, l'héritage culturel. C'est pour ça que je suis ici, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est je vous parler d'apparence de la matière en relation avec les services qu'on fait, en fait. Ça permet de donner un cas pratique de où sont nos problèmes aujourd'hui. Alors j'ai vu qu'il y en a plein qui sont en train d'être résolus, donc c'est super, dans les laboratoires. Donc nous, il nous faut des choses plus industrielles, on va dire. Mais il y a pas mal de choses très, très, très jolies que j'ai vues aujourd'hui. Donc pour la conservation et la médiation du patrimoine essentiellement. Donc on ne parle pas de métrologie, etc. Le but, c'est de montrer les choses, de les amener au public, où qu'il soit. Alors... voilà. Donc on va commencer par la numérisation. On fait ça pour la reproduction ou la réalité virtuelle, hein, par exemple. On a aujourd'hui un système robotique qui fait 1 mètre carré par heure, tout en couleur, et qui fait une résolution jusqu'à 70 microns. Donc l'avantage, c'est qu'il est transportable. Il y a toutes les contraintes dont on a parlé ce matin, que ce soit Lionel ou Gaël. Hein. C'est-à-dire qu'il est transportable, il rentre dans l'avion. On sait scanner dans un environnement qui peut être, comment dirais-je, pas préparé du tout. Hein. On a tout automatisé, donc la colorimétrie, la construction de la 3D, etc. Alors du coup, ce que vous voyez là, c'est un projet qu'on a réalisé avec Julia, là, qui est au fond avec comment dirais-je, un kimono qui nous a été prêté par Corentin de Sade, hein, qui est un collectionneur. Il en a plutôt pas mal, de très jolis d'ailleurs. Voilà, donc du coup, notre ambition à nous, c'est de mesurer la matière, numériser toute la matière. Les transparences, tous les aspects métalliques, la couleur forcément, et les brillances. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des avancées qui arrivent. Ça se passe surtout en termes de surface, hein, je parle de produits industriels, hein, je ne parle pas de ce qui se passe dans les labos, hein, je parle de ce qu'on peut acheter. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter un truc qui va numériser la brillance sur une surface et puis vous donner des données qui vont être précises au pixel près. Hein. On peut utiliser des choses comme NERF ou comme Gaussian splatting, etc., pour visualiser, mettons, des brillances, des effets de loupe, etc. Mais ça va pas être, ça part d'un nuage de points, mais ça va pas être quelque chose que nous, on va pouvoir utiliser, par exemple, pour la reproduction par la suite. On ne peut pas créer de la matière imprimée à partir de ça, en fait. Après, pour le monde réel, en fait, réimprimer les choses, il manque
On a parlé aussi pas mal aujourd'hui, hein, c'est que ça fait beaucoup de données, l'apparence, des BRDF, etc. Il y a des terras de données, etc. Nous, il faut qu'on le transporte ça pour la reproduction, qu'on translate ça vers d'autres matériaux. C'est-à-dire que le matériau original, il a une apparence, et nous, on recrée la 3D et la couleur avec d'autres matériaux. Donc, il y a forcément des différences. Il y a un gamut mapping à faire entre l'apparence du matériau et ce qu'on est capable de reproduire par la suite. Ensuite, de l'autre côté, il y a l'accessibilité. Alors là, le but, c'est d'amener le plus de public autour d'un objet. Donc là, il s'agit de photos, puis en haut, c'est une explication c'est Afrovia. Donc là, on est parti d'une photo de Cartier-Bresson, c'était pour le musée Carnavalet. Là, le but, c'est pas d'avoir une reproduction parfaite de quelque chose, c'est de mettre le point sur, sur la sémantique, par exemple de la photo, ressortir les personnages, hein, ressortir le grillage, faire en sorte, du coup, on va créer de la matière. Là. Donc du coup, on fait entre guillemets ce qu'on veut. Le but de créer la matière, là, va être de pointer, de mettre le focus sur des détails qui vont permettre de transmettre la photo, l'explication de la photo, l'explication d'un tableau ou toute autre chose. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. C'est pas vraiment un problème technique, c'est plutôt du temps. C'est faire en sorte que, vous voyez, les personnes qui font ça passent beaucoup de temps en fait à remettre en 3D quelque chose qui est en 2D, et c'est un enfer. Donc là aussi, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec des génératifs ou l'intelligence artificielle, par exemple. Voilà, troisième point, bon, ça c'est notre verrou à nous, hein, c'est notre problème. Donc c'est la photo qu'on a là, c'est la photo de la reproduction qu'on a faite à partir des données de Romain, de sa machine, de son robot d'acquisition. Donc là, du coup, le but, ça va être de faire des tableaux de mètres, des murs, des surfaces, en reproduire tout avec un certain niveau de détail. Hein. C'est-à-dire qu'ici, la machine, elle est capable de reproduire les couleurs, des aspects de métaux. Là, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire pour l'accessibilité, ça. Donc là, vous voyez qu'effectivement, si on ressort la sémantique, on ne cherche pas à avoir quelque chose enfin, c'est pas un tableau, quoi. Donc du coup, là, on va se focaliser sur l'exactitude géométrique, sur la colorimétrie, l'apparence aussi. Ça peut se faire sous différentes formes. Donc je vous ai apporté des choses, alors c'est pas super sexy, mais c'est de la moquette, mais ça a son effet, quoi. Et puis on a la dernière palette de Van Gogh, en fait, qu'on a reproduit. Donc on a mis notre nom pour éviter qu'on nous accuse de faire des copies. Dedans, il y a un RFID qui a été intégré directement dans la matière aussi pour. Donc du coup, là, l'ambition, ça va être d'être exact, de reproduire les choses le plus exact possible pour faire en sorte que quelqu'un qui ne peut pas aller à Amsterdam pour aller voir la palette de Van Gogh, hein, parce qu'en ce moment, elle est à Amsterdam, on puisse lui amener, et puis à la limite, on peut la toucher, on peut même la faire tomber, celle-ci, hein, la donner à des enfants, par exemple, enfin, expliquer des choses et faire amener ça dans la médiation d'un musée. Hein. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités en termes de transmission de l'art. Alors ici, le verrou, ça va être quoi? Ça va être reproduire les brillances, ça va être reproduire des diffusions, par exemple. Je vous montrer un petit exemple. On nous a demandé, nos amis du synchrotron nous ont demandé de simuler de faire de la peau humaine virtuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la même couleur, il faut qu'il y ait la même diffusion de la lumière dedans. Je vous montrerai ça juste après. Alors, vous allez voir un laser qui circule sur une surface. Mais voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on nous demande. L'autre problème, c'est être l'illuminant. On en a parlé vite fait tout à l'heure, je crois que c'est Xavier qui en parlait. Xavier Granier, c'est-à-dire qu'on fait une reproduction pour un illuminant donné. On arrive, on fait une acquisition, on numérise un tableau, hein, on le reproduit, il est parfait en termes de colorimétrie, etc., d'aspect, sur un illuminant. Sauf que les personnes qui vont regarder ça, souvent, il y a le mécène aussi qui travaille qui subventionne le musée, qui va lui regarder ça dans son bureau. Et là, du coup, c'est plus pareil. Alors, il faut qu'il ait effectivement l'original à côté, mais c'est plus pareil parce qu'il y a deux illuminants différents. Et là, on a des
problématique de métamérisme. Encore une fois, nous, on ne reproduit pas le tableau avec les peintures qui ont été utilisées par le peintre au départ. On a des polymères. Du coup, ils ne réagissent pas de la même façon à la lumière. Sur un verre, va être un peu plus jaune, par exemple, etc. Enfin, on pourrait imaginer que c'est le... Enfin, voilà, donc du coup, il y a ce type de problématique-là. Ce qui fait que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la translation entre des données numériques de mesure, de BRDF, etc., vers les matériaux, ça pose un vrai problème. Parce qu'en plus, on va le voir là, par exemple. Donc là, on a pris un laser. On a deux types de matériaux. Enfin, c'est le même matériau, sauf qu'on a créé une diffusion sur un des matériaux dans la masse, et pas sur l'autre, en fait. C'est la peau dont je parlais tout à l'heure pour le synchrotron. Du coup, une fois qu'on a fait cette diffusion-là, on va changer potentiellement la colorimétrie de surface. Du coup, quand on a bougé les paramètres ici, on a bougé d'autres paramètres. Si on fait la brillance, par exemple, on a travaillé là-dessus avec Gaël Aubin, Clotilde Boost, Marine Page, etc. Si on fait la matité, par exemple, avec en changeant la microsurface, on va changer le nombre de couleurs accessibles, parce que du coup, on crée une microsurface qui va changer l'apparence colorée. Si on veut avoir les deux paramètres en même temps, dès qu'on en bouge un, il y a tous les autres qui bougent. Donc on se retrouve avec deux contraintes. Il faut je dis au départ, il faut gamut mapper en fait le matériau vers les possibilités de nos matériaux. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on calibre, nous, nos matériaux. Donc, on a commencé à faire ça. Il faut mettre une procédure en place, en fait. Ça, c'est ça le vrai truc complexe. Une fois qu'on a les courbes, les machins, etc., ça se fait tout seul. Mais il faut voir comment on mesure tout ça pour dire, je peux accéder à ce niveau de matité-là, à ce niveau de brillance-là, à ce niveau coloré. Et quand je mélange tout, et voilà, le gamut, c'est ça. Et le gamut de mat, il est comme ça. Le gamut de... Enfin, on a un vrai problème qu'on essaye de résoudre, et notamment en plus si on doit gérer ce genre de diffusion-là. Voilà, donc moi j'ai fini. On peut faire ça, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Christophe? C'est ça? Oui, pardon. Je crois que c'est encore en train de circuler. J'ai sur le bouton du coup. J'ai été intrigué par l'échantillon métallique. Il y a une encre métallique ou c'est un foil qui a été posé dessus? Non, on met un foil, après on modifie, et on modifie du coup la transmittance de nos matériaux pour qu'il y ait cet aspect-là en fait. Ouais, ça a beaucoup de succès ça pour dans la cosmétique par exemple. Parce qu'on peut mélanger en fait tous ces matériaux-là, on peut les mélanger en A8 quand on mélange. Une autre question? Bon, je crois que ça... Alors, est-ce que, Laurence, tu as besoin d'aide, peut-être? Non, ça va aller. Voilà, nous, on va vous parler d'une œuvre réalisée de façon concrète et on va vous parler des problèmes posés pour cette réalisation. Vous pourrez venir voir d'un petit peu plus près. Et donc, Étienne Trouvert, avant l'an 2000, a commencé à faire des estampes numériques de création. Et ensuite, à partir de ce travail-là, il a été sollicité pour travailler pour un centre d'interprétation Gauguin à Ivaoa, tout simplement. Pourquoi? Parce que là où Gauguin est mort en 1903, il n'y avait aucune œuvre de lui. Et on lui a demandé de réaliser ce qui a été appelé après par la BNF, le cabinet des estampes, une estampe numérique d'interprétation. Donc ce que vous voyez là, c'est un essai de restitution d'une œuvre, de façon à ce qu'elle ait l'aspect visuel de l'œuvre, sans faire un faux, puisque ce sont des encres pigmentaires sur un papier
qui lui-même a été préparé. Alors, là, on vous présentera, vous pourrez venir le regarder. Non, laisse-le ouvert, je pense. Justement, ce type de travail, de façon à ce qu'il y ait une équivalence visuelle d'une œuvre dans un matériau qui ne soit pas le matériau réellement de la peinture. Et là, c'est posé une question importante, c'est qu'on était au tout début. Étienne a commencé à travailler sur la numérisation de son travail dans les années 98-99. Il a réalisé ses premières estampes numériques avec un ami. C'est pas lui qui faisait tout le travail que vous faites avec vos ordinateurs. Et ensuite, c'était d'arriver à travailler justement pour trouver cette équivalence visuelle sur une œuvre. Et c'est là où il y a un certain nombre de questions intéressantes à se poser. Alors, est-ce qu'on pourrait baisser un petit peu la lumière, s'il vous plaît? Je pense que là, vous voyez quelque chose qui vous est peut-être familier. Vous avez la mire de mise au diapason que l'on utilisait pour les photos analogiques et que l'on retrouvait en général sous ce que l'on appelle les hectachromes. Certains d'entre vous, trop jeunes, vous n'avez jamais eu d'hectachrome entre les mains. C'est comme l'équivalent d'une diapositive. Vous voyez, donc un film qui permet d'une reproduction couleur d'une œuvre. Simplement, certains sont de taille un petit peu plus grande et permettent un meilleur travail. Et vous remarquez qu'il y avait comme mire pour mise au diapason à la fois la gradation du blanc vers le noir avec tous les grisés, et puis vous aviez ensuite des repères colorés. Quand on travaille sur un ordinateur, maintenant on a théoriquement un point blanc sur la cible. On peut tous se mettre sur ce même point et puis prendre la même œuvre. Est-ce qu'on aura exactement la même vision sur nos écrans? Je pense que non, même si on est dans la même marque. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Quand je travaillais à l'école du Louvre, j'avais fait l'essai, j'étais allée dans tous les bureaux, je leur avais demandé de faire le même réglage, et on a passé la même image, et on est passé d'un bureau à l'autre pour s'apercevoir qu'on parlait finalement d'une œuvre sans avoir véritablement la même perception, le même rendu visuel. Alors je vois que dans les laboratoires, vous essayez de travailler avec cela. Et maintenant aussi, on nous propose dans notre monde de travail, sur les écrans, vous pouvez utiliser des logiciels de travail d'image et vous pouvez saturer, désaturer en un clic, en un tout petit geste avec vos instruments. Vous changez finalement l'aspect d'une œuvre. En est-on conscient, et deuxièmement, a-t-on toujours l'idée qu'on parle et qu'on travaille sur une œuvre qui existe et qui a ses propres caractéristiques? Et je pense que cet aspect-là, donc, est intéressant. Alors, l'œuvre dont nous allons parler et dont on vous a montré un aspect, c'est une œuvre qui est à Boston, qui est une œuvre qui a été importante dans la vie de Gauguin, où il se posait cette question que l'on se pose pratiquement tous. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? En réalité, il a fait cette œuvre, et une réflexion que l'on a faite au cours du repas, c'est qu'une œuvre petite comme la boucle de cet officier chinois, la boucle de ceinture, ou une œuvre comme celle-ci qui fait 3,79 m de long, finalement, sur un écran, elles ont la même taille. Donc il y a déjà cette réflexion sur la taille de l'objet que l'on va projeter. Et cette œuvre qui a été faite par Gauguin, c'était un peu son testament, d'où cette question, puisqu'après, il a essayé de se suicider. Il avait appris la mort de sa fille. Et bon, il s'est raté parce qu'il a pris trop d'arsenic et finalement, il a tout rejeté. Il s'est fait un coup quand même difficile. Mais donc, c'était toute la réflexion sur la vie. Et quand vous voyez
une œuvre ainsi, tout ce qui est donné par les couleurs, la position des éléments les uns par rapport à un autre, a un sens. Elle est faite pour parler finalement de... C'est comme un récit, c'est comme une histoire. Ici, nous avons un testament. Alors, pour arriver à faire ce travail de restitution, on a eu à la fois hectachrome, images numérisées, mais quelle est la réalité de ce qui était reçu par rapport à la réalité de la peinture? La peinture, elle est faite de pigments. Alors, on a choisi de mettre des pigments un peu flashy, qui sont des pigments artificiels pour une raison, c'est qu'à l'époque de Gauguin, les peintres se sont habitués à utiliser des couleurs et des pigments qui sont fabriqués par l'industrie, et on a des pigments donc généralement beaucoup plus forts. Et Gauguin, dans son texte, parce qu'il écrivait des textes sur ses œuvres, il en a écrit un assez important sur cette œuvre-là. Il nous a dit que les jaunes que vous avez sur les côtés, il a utilisé du jaune de chrome. Donc il nous donne déjà une indication. Maintenant, vous allez chez un marchand de couleurs, vous demandez du jaune de chrome, et vous en avez toute une palette. Ça peut aller d'un jaune relativement clair à un jaune plus rosé, et vous achetez toujours du jaune de chrome. Donc là, on a aussi un petit problème dans la restitution. Et sur vos écrans, vous avez des types de paramétrage que vous connaissez encore mieux que moi pour savoir justement ces dosages de couleurs. Mais les petites pastilles de couleurs que nous avons en bas, est-ce que ce sont les mêmes types de perception de couleurs que vous pouvez avoir à partir des pigments, qui sont des objets, alors que là, on a une image qui nous arrive avec une lumière qui passe à travers, donc ce n'est pas tout à fait la même perception, nous ne sommes pas avec une lumière réfléchie. Alors vous allez toujours sur votre ordinateur et vous tapotez d'où venons-nous, où allons-nous, et vous mettez image. Et là, vous avez un choix absolument fantastique. Et quel est le bon? Aucun, en général d'ailleurs, puisqu'ils peuvent être saturés, désaturés. Vous pouvez avoir des aspects, vous le remarquez, beaucoup plus bruns, beaucoup plus flashy, et vous allez souvent choisir, suivant votre goût personnel, cette reproduction. Et puis si vous faites un cours avec ça, ben vous allez sélectionner cette image, vous allez la mettre dans votre PowerPoint et vous allez faire un cours à partir de cette reproduction. Donc là se pose la question effectivement de ces banques de données maintenant qui sont des images qui sont la propriété de groupes plus ou moins reconnus et qui nous distribuent, qui nous donnent l'habitude de voir des œuvres qui ne sont pas, si je puis dire, proches de l'œuvre originale. Alors, vous vous mettez ça en mémoire, vous allez dans le musée, vous allez voir l'œuvre et vous pouvez être déçu. Ça peut devenir une référence qui va en réalité être comme un écran par rapport à votre perception. Alors souvent, ce qui arrive, et c'est le cas de l'œuvre de Gauguin, elle est tellement grande. Vous imaginez, elle fait plus de 3 mètres. Et donc, vous allez avoir quelque chose de très impressionnant. Donc, vous oublierez peut-être ce que vous aviez vu sur votre écran. Mais il y a une chose aussi qui est extrêmement intéressante, c'est de toujours confronter l'œuvre en couleur avec l'œuvre que vous pouvez vous faire sur votre écran en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre peut-être d'être moins dans la séduction de la couleur et de mieux comprendre la disposition des éléments dans l'œuvre et mieux comprendre aussi comment cette œuvre est construite. C'est-à-dire que si vous regardez, on va vous repasser après des extraits, mais vous voyez la distance que vous avez dans cet espace
regardez en couleur, vous ne le percevez pas exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'en noir et blanc, par exemple, une couleur très chaude comme un rouge, elle va vous apparaître quasiment noire. Et c'est donc plutôt dans un principe de valeur et de lumière ou obscurité que vous allez le percevoir. Et il faut imaginer donc qu'avant, on avait les œuvres et que les premières reproductions étaient en noir et blanc, si ce n'est en sépia. À l'école du Louvre, les projections qui étaient faites dans les années 1930 étaient faites sur des plaques de verre avec, en noir et blanc. La collection existe toujours si ça vous intéresse. Et il y a le projecteur aussi. Mais c'est intéressant parce que les gens étudiaient avec ces références-là. Et ensuite, ils allaient devant l'œuvre pour réellement, enfin si on pouvait, parce que c'est pas toujours évident, pour réellement l'apercevoir. Donc vous voyez à nouveau l'œuvre, vous voyez sa taille, 1,39 m sur 3,75 m. Et quand Étienne et Philippe ont travaillé sur l'impression de cette œuvre, à l'époque, l'imprimante Epson ne permettait pas de faire le 1,39 m, ils étaient limités à 1,20 m. Donc elle a été imprimée un petit peu plus étroite, mais malgré tout, elle avait cette taille. Elle a voyagé, vous imaginez, de Paris en passant par Valparaiso pour arriver à Ivaoa, aux Marquises. Elle a fait un long chemin retour. Alors, quand vous voyez une œuvre, là tout à l'heure aussi on en a discuté, quand vous regardez une œuvre, vous la voyez différemment quand vous la voyez comme cela, première impression. Si vous écoutez quelqu'un qui gazouille à côté de vous et qui vous donne des explications ou des indications, ou si vous avez parlé de cette œuvre avec quelqu'un avant d'aller la voir. Vous aurez à chaque fois peut-être une lecture un petit peu différente. Et donc ici, je vais la résumer en une phrase, cette œuvre, elle vous parle de la naissance, à droite, avec un groupe de jeunes, au passage à l'enfance. Vous avez ici une jeune femme qui est à côté d'une femme âgée qui est véritablement, on va dire, en fin de vie. Et avant d'aller aux Marquises, je n'avais jamais vraiment fait très attention à la petite silhouette que vous avez ici. Et les Marquisiens m'ont dit, mais c'est simple, Laurence. C'est la façon dont on enterrait les personnes importantes dans les bagnons. Vous savez, en position fétale, à l'intérieur des racines d'un arbre qui finit par vous envelopper complètement. Et le lieu devient tabou. Et donc, ici, vous avez toute votre évocation de la vie dans une nature assez luxuriante. Et quand vous regardez l'équilibre des couleurs dans ce tableau, vous avez toute une gamme qui va être dans des jaunes orangés avec comme contrepoids des bleus, deux jaunes assez denses sur les côtés. Et Gauguin disait que ces angles, il les voulait pour faire comprendre que c'était presque un élément à déplier, quelque chose, une œuvre importante. Et Gauguin, toute sa vie, enfin en Polynésie, à Tahiti et aux Marquises, a essayé de redonner au peuple polynésien des idoles. Dans beaucoup de ses tableaux, il a repeint des idoles, alors qu'en Polynésie, toutes les idoles, Polynésie française, tous les lieux de culte et les idoles pratiquement avaient disparu ou avaient été détruits. Et donc, il voulait leur redonner cette vie et cette espérance. Alors, il y a, comme je vous le disais, la confrontation entre le noir et blanc et la couleur. Le noir et blanc va donner quelque chose de beaucoup plus uni, de beaucoup plus fluide, et en même temps, il va vous donner plus facilement les séquences entre les éléments.
et vous faire percevoir aussi des nuances. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui est en achromatopsie, ça existe, qui voit la vie en noir et blanc. J'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie. On peut à peu près arriver à comprendre, il suffit de voir les films en noir et blanc et de se dire que les gens voient comme ça. Et donc, on a une perception, vous voyez, des mises en plan qui est assez différente de la séduction de la couleur. Et vous remarquerez que les lumières scandent et permettent d'aller vers le lointain, que les lumières les plus fortes sont souvent en bas, mais vous pouvez avoir aussi des rappels de lumière de blanc assez fort dans le... Alors là, je vais faire une digression, mais depuis tout à l'heure, j'ai le dodo qui me nargue. Vous savez, le dodo de l'île de la Réunion, cet oiseau mythique, on va dire. Et Gauguin a fait un oiseau mythique, c'était une de ses signatures sur ses œuvres pour la Polynésie. Donc ça, nous l'appelons entre nous le dodo de Gauguin. Et c'est un oiseau. Quand on a posé la question en étant dans les îles, il nous disait non, il n'a jamais existé, mais c'est un oiseau mythique. C'est aussi ce principe. Et vous remarquez que dans la couleur, vous allez avoir une perception de l'espace qui est différente. Et généralement, c'est par la couleur qu'on perçoit mieux la spatialité, l'aspect de la profondeur. La profondeur d'une œuvre, c'est occidental. L'art chinois, l'art mésopotamien, l'art d'Amérique latine, on pense en aplat, on pense en succession, mais on ne pense pas en profondeur. 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, ils ont commencé à parler de perspective. Et ceci est intéressant de comparer. Vous voyez maintenant que vous faites un aller-retour entre la couleur et le noir et blanc. Petit à petit, vous voyez ce que l'un vous apporte par rapport à l'autre. Et c'est très important pour arriver à faire ce qu'on appelle une analyse finalement de la mise en place des éléments. Alors là, c'est juste un exemple pris par capture d'écran sur les températures et les saturations qui sont proposées quand vous travaillez un PowerPoint pour faire un cours ou autre. Et une de mes spécialités était ce qu'on appelle la fameuse médiation culturelle. Et donc, elle va permettre d'expliquer aussi aux gens, mais on peut aussi finalement les induire en erreur. Alors, je vous repasse cette image, mais il y a une question qui est posée, que certains comprendront. Voilà donc un détail en couleur et en noir et blanc, tel que nous l'avons restitué, enfin qu'Étienne Trouvert et Philippe Massin ont restitué. Et donc, après 2003, après l'exposition, à Boston, ils ont restauré le tableau. Et là, ils ont fait un changement. Vous allez le noter. Vous voyez qu'il y a des lumières, des petits éléments qui ont disparu. Alors, on ne sait pas si c'est les clichés qu'on nous a renvoyés, si ce sont des disparitions complètes, jusqu'à quel point. Et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce qu'on peut faire une différence? Alors ça, c'est avec un différentiel d'image tout simple, mais en même temps, il faut savoir que c'est une question qui peut être intéressante, d'essayer de savoir quelle différence dans les nuances, dans les couleurs, et comment est-ce que cela peut changer aussi la perception de l'œuvre, et donc la perception du sens de l'œuvre en elle-même. Voilà, si vous avez des questions, et si vous voulez venir voir l'œuvre, nous vous la proposerons. Voilà, merci beaucoup à tous.